350 millions de joueurs, 9 milliards d'euros en 2 ans, les grands studios de jeux vidéo peuvent ouvrir leur cahier parce que Fortnite leur a donné une leçon. Alors comment est-ce qu'un jeu aussi simple, pour pas dire simpliste, a pu rencontrer un aussi grand succès? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite les gars, alors let's go. This is Elon Musk. Ok, pour faire court, Fortnite c'est un Battle Royale. En gros, c'est 100 joueurs qui s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et du coup, pour expliquer les raisons de son succès, on va le voir sous 3 axes. Dans un premier temps, le modèle économique. Et là, on pose les bases. Fortnite, il est sorti en tant que bêta, c'est-à-dire que le jeu a été rendu disponible aux joueurs alors qu'il était encore en phase de développement. C'est un format qui est de plus en plus populaire parce que ça permet de tester son jeu, d'y apporter des modifications et des améliorations alors qu'il est encore en cours de développement, et surtout de commencer déjà à se rémunérer alors que le jeu n'a pas encore été lancé. C'est vrai que réussir un bon lancement c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, on a pu voir l'effet pervers de la hype avec Cyberpunk 2077 qui nous a envoyé des trailers époustouflants et au final la version console était pas du tout au rendez-vous. Mais du coup il y a aussi le fait des sorties qui sont souvent repoussées, il y a des jeux qui sont repoussés de plusieurs semaines, mois ou même voire des années, et ça peut être super frustrant pour les joueurs. Enfin bon, pour revenir purement au modèle économique, Fortnite c'est un free-to-play, mais pas pay-to-win. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire free-to-play, c'est un jeu gratuit, mais pas pay-to-win, ça veut dire que payer, ça n'apporte aucun avantage en jeu. Et d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur modèle, parce que un jeu qui serait pay-to-win, c'est pas un jeu qui va s'inscrire sur la durée. Quand les joueurs auront payé pour avoir tout débloqué, tous les avantages qu'ils puissent avoir, ils n'auront pas forcément envie de payer plus. Et puis les joueurs gratuits, ils vont se sentir lésés, frustrés, ils vont arrêter par rapport aux joueurs qui sont avantagés en ayant payé. Donc déjà, Fortnite pose les bases d'un système durable. D'ailleurs, au-delà de ne donner aucun avantage particulier, on n'a même pas besoin de payer en fait pour débloquer tout le contenu additionnel qui va être ajouté petit à petit. Il y a de nombreux événements qui se sont passés sur Fortnite, comme le partenariat à un moment avec les Avengers où on avait la possibilité d'incarner Thanos, ou de nombreux événements comme ça temporaires, et il n'y a aucunement besoin de payer pour pouvoir y participer. D'ailleurs, pour payer, quelque chose qui est intéressant, qui se fait beaucoup aussi aujourd'hui, on paye avec une monnaie virtuelle. Quand on ajoute de l'argent en jeu, on va être crédité d'une monnaie qui va s'appeler les V-Bucks, au lieu d'être crédité, je sais pas, de 10 € par exemple. Ça permet en fait de réduire le sentiment de souffrance lorsqu'on va acheter en fait un bien numérique. On va acheter peut-être un skin à, je dis n'importe quoi, 1000 V-Bucks, mais on se dit pas qu'on a acheté un skin à 10 €. Et en fait, c'est un petit peu le même procédé qui se passe avec le paiement sans contact. En fait, quand on paie sans contact, on n'a pas l'impression de sortir les billets de son portefeuille, alors qu'au final, c'est un petit peu ce qu'on fait. De la même manière, en fait, ça a été progressif. Au début, on payait directement avec nos billets quand le reste n'existait pas. Ensuite, il y a eu l'invention du chéquier. Du coup, on ne sortait pas les billets, on écrivait un chèque. Mais bon, il fallait l'écrire, il fallait signer. Et aujourd'hui, on paie directement sans contact. Donc en fait, il y a eu une certaine réduction de la souffrance à travers ces moyens de paiement qui font qu'aujourd'hui, on paie beaucoup plus facilement avec une monnaie virtuelle que de se dire qu'on a payé 10 € dans un skin du jeu. D'ailleurs, Fortnite a mis en place quelque chose de super intéressant pour vendre ses skins, c'est la boutique. Dans la boutique, les skins ils vont être disponibles que pendant une période limitée. C'est-à-dire qu'après, ça va y avoir un roulement et d'autres skins vont être disponibles. Et ceux qu'on aura voulu ne seront plus disponibles pendant plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Du coup, si tu regardes mes vidéos, ça devrait te faire appel à un des procédés qu'on a vu de persuasion, qui est la rareté en fait, parce que donner une raison aux gens d'acheter tout de suite. Si le joueur n'achète pas tout de suite son skin, il sera plus disponible dans la boutique avant peut-être plusieurs semaines. Donc il va falloir qu'il achète tout de suite s'il veut en bénéficier. Du coup, pour faire la parfaite transition entre le modèle économique et le fait de créer l'addiction, on va parler du pass de combat. Le pass de combat, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose à débloquer qui coûte une dizaine d'euros et qui va nous permettre de gagner une centaine de récompenses au fur et à mesure qu'on joue au jeu. Donc, bon, déjà, c'est une première façon de mettre de l'argent et ça habitue le joueur à mettre de l'argent dans le jeu. Mais bon, une centaine de récompenses, c'est énorme. Et au final, c'est que des petits trucs parfois, c'est même des sprays, des petites émotes. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de recevoir un spray en récompense? Mais en fait, ça vient casser la frustration qu'on a de pas gagner au jeu. Parce que oui, on est 100 à commencer au début de la partie, il en reste qu'un. Donc forcément, les probabilités de gagner sont très minces. Mais en fait, c'est pas quelque chose de mal, c'est aussi une des raisons du succès de Fortnite. Parce que le fait de rendre la victoire assez difficile,
C'est ça qui va créer en fait ce moment exceptionnel et cette explosion de joie qu'est la victoire. En fait, c'est un peu comme le football, je trouve. Au football, c'est vrai que les buts, c'est quelque chose qui est assez rare, comme par exemple, je sais pas, moi, marquer au basket ou au handball, où il y a des buts qui sont beaucoup plus réguliers. Mais du coup, l'émotion qu'on a quand on voit un but, elle est beaucoup plus forte, c'est beaucoup plus une explosion de joie que quand on va voir un panier de basket. Et les jeux aujourd'hui sont un petit peu dans ce même style. Je sais pas si vous avez joué à la campagne d'un jeu normal aujourd'hui, mais au final, c'est assez simple et il n'y a pas énormément de difficultés parce que les éditeurs de jeux vidéo veulent le rendre accessible à un petit peu n'importe quel type de joueur. Mais il y a encore des jeux qui aujourd'hui essaient de tirer un petit peu sur cette difficulté, comme la série Dark Souls, mais qui n'oublient pas de récompenser le joueur quand il réussit à faire quelque chose de difficile. Donc c'est aussi ce phénomène de rareté dans la victoire qui fait que le jeu a eu autant d'ampleur sur les plateformes de streaming, notamment sur Twitch. Parce que quand on regarde son streamer préféré, on n'arrête pas de se demander mais est-ce qu'il va réussir à faire top 1 ? Et c'est ça qui nous tient en haleine tout le long de la partie. Du coup, vu qu'on est dans la partie addiction, j'aurais aimé parler du travail d'user experience qu'a fait Celia Oden par exemple, ou d'autres membres bien sûr de l'équipe de Fortnite, à travers l'user experience. Bon, si je l'assimile à de l'addiction, peut-être que ça va pas trop lui plaire en termes d'éthique. Mais quoi qu'il en soit, elle a travaillé notamment sur plusieurs choses qui font que le jeu va être beaucoup moins frustrant et beaucoup plus facile d'accès en fait à l'utilisateur. Déjà dans un premier temps, par exemple, on pourra citer la récolte du bois. À un moment, les dirigeants se sont rendus compte que le joueur avait le sentiment de ne pas récolter assez de bois dans le jeu. Du coup, comment pallier à ce problème ? En fait, on a juste rajouté des icônes de bois en plus qui apparaissent à l'écran lorsqu'on coupe un arbre. Donc ça donne vraiment l'impression de récolter plus de bois alors que les quantités étaient la même. Celia, qui est docteur en psychologie, a notamment travaillé sur les icônes de pièges pour les rendre beaucoup plus accessibles et beaucoup plus compréhensibles. C'est vrai qu'au début c'était un peu brouillon et on a amélioré l'icône pour qu'elle soit beaucoup plus parlante aux joueurs. Et c'est des travaux, je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais ça me fait penser moi par exemple à l'iPhone, qui est quelque chose de très intuitif. Ça a été étudié pour, notamment il y a eu des études, je sais pas si vous en avez entendu parler, avec des enfants en bas âge ou même des gens qui sont dans des pays peut-être plus pauvres et qui n'ont pas eu l'accès à cette technologie, qui arrivent déjà à swiper, à se naviguer dans les menus sans avoir jamais appris à utiliser un iPhone, mais ils savent intuitivement le faire parce que ça a été extrêmement bien pensé. Du coup, toujours pour parler de faciliter l'accès au jeu, sur Fortnite, il n'y a pas de didacticiel, on rentre directement sur le menu, il y a un gros bouton jaune jouer et c'est parti. Même dans l'attente, on peut s'occuper en jouant, en sautant, en tirant sur ses amis, et puis après on rentre dans le jeu. À la fin de la partie même, ça a été retravaillé, parce qu'avant on devait rentrer dans le salon, maintenant il y a un bouton pour relancer une partie de suite. Tout est axé en fait pour nous faire enchaîner les parties de façon rapide. Voilà, vous rentrez du travail, vous avez envie de jouer, mais même en fait quand vous attendez une pizza, vous avez une pause, vous avez 5 minutes, vous pouvez jouer à Fortnite. Tous ces travaux en termes d'UX, franchement, moi personnellement, ça me passionne. Même par exemple lors de l'animation de la mort d'un personnage, il y a plein d'objets qui vont jaillir de lui, et tout ce qu'on a envie de faire, c'est se jeter sur le butin, et c'est assez impressionnant, et c'est très visuel en tout cas. Et même en termes d'audio en fait, il y a un bruit qui est particulier à cette animation, il y a un bruit qui est assimilé aussi aux coffres qu'on peut ouvrir. Les coffres, dedans, on trouve des récompenses, ça peut être des trucs qui sont pas très utiles, ou l'arme qui va nous permettre de remporter la partie. Et en fait, tout ça, c'est un petit peu comme aller au casino, et c'est assez addictif. Et de toute façon, en fait, le jeu il est assez simple, mais aucune partie se ressemble. Toujours pour les coffres, certains ont le même emplacement, mais à chaque partie, certains emplacements peuvent changer. La carte, la façon dont on va se déplacer la carte va être différente. Du coup, au final, on joue jamais 2 fois à la même partie. Que serait Fortnite sans ses coups de marketing de génie et sa communauté ? Dites-vous bien, le jeu qui est au summum, qui coupe ses serveurs et qui rend le jeu indisponible. Pourquoi ? Pour au final créer le buzz et en fait derrière lancer une nouvelle mise à jour qui apporte plein de nouvelles fonctionnalités. Franchement, c'est vraiment un coup de marketing de fou. Et puis même, il y a eu plein de partenariats, que ce soit avec Marvel, du coup avec les Avengers, ou même Batman, il y a eu des trucs avec Star Wars.
Et puis il y a eu l'utilisation aussi de beaucoup de leaders d'opinion. Enfin, bon, après il y a Griezmann qui fait une danse Fortnite à la Coupe du Monde, mais il y a aussi eu des événements comme le concert de Travis Scott ou de Marshmello directement en jeu. Et ça, c'est des événements qui sont directement liés à la communauté et qui est une des raisons du succès du jeu. Parce que oui, si Fortnite a si bien marché aussi auprès notamment des moins de 18 ans, c'est par son aspect communautaire. En fait, comme on le faisait nous à notre époque où on se retrouvait sur MSN, où on s'envoyait des whiz, où on faisait des skyblogs complètement claqués, ben eux ils se retrouvaient sur Fortnite, ils jouaient au jeu, mais en fait c'était aussi vraiment un moyen de se retrouver, de blaguer entre amis après les cours. Et en fait on amène cette notion de tiers-lieu, je sais pas si vous en avez entendu parler, ou de troisième lieu. En petite parenthèse, c'est aussi un petit peu la stratégie de Starbucks. En fait, c'est un lieu qui est entre la maison et le travail. C'est un petit peu un lieu où on se sent comme chez soi, mais où on peut retrouver ses amis et discuter et blaguer avec eux. Et c'est vraiment ce positionnement en fait qui a fait exploser le jeu auprès des moins de 18 ans. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on comprend aussi notamment la notion de gratuité. C'est vrai que personne devrait avoir à payer pour pouvoir se retrouver et jouer avec ses amis après les cours. Après, il faut aussi entretenir en fait cette marque et cette communauté. C'est pour ça que Fortnite s'est décliné déjà sur toutes les consoles possibles, qu'il y a eu plein de produits dérivés pour les plus jeunes. Et puis après aussi, bien sûr, la question des skins. Donc les skins, c'est des costumes que peuvent mettre les joueurs sur leur personnage pour créer en fait, avoir leur propre identité. Et c'est vrai que en fait, c'est quelque chose qui est pas si déconnant que ça en fait quand on réfléchit. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un petit peu d'argent pour au final acheter un costume sur un jeu où on joue pendant plusieurs heures avec ses amis, qui est une façon en fait de nous identifier comme on mettrait de l'argent dans des habits réels. C'est vrai que c'est deux choses qui sont différentes, mais quand on regarde le fond de la chose, c'est un besoin identitaire et ça reste assez logique. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple du concert de Travis Scott, le Battle Royale était désactivé et on pouvait pas se tirer dessus. Les joueurs se connectaient sur la map, il y avait Travis Scott qui chantait en géant au milieu de la map, et puis les joueurs étaient là pour danser, blaguer et puis écouter de la bonne musique. Du coup, en fait, ça nous amène petit à petit à la conclusion, et en fait, j'aimerais bien ton avis, parce que c'est vrai qu'on parle d'addiction, mais est-ce qu'on peut parler d'addiction quand maintenant on a parlé de tout cet aspect communautaire et que ce soit un petit peu le tiers-lieu où se retrouvent les jeunes ? Du coup, c'est vrai parce que l'addiction, il y a vraiment un terme, c'est une connotation assez péjorative. Et puis au final, est-ce qu'on a vraiment envie d'empêcher les jeunes de se retrouver et de blaguer avec leurs amis après les cours ? Donc c'est une question à se poser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, on arrive au bout. Si t'as appris quelque chose, puis ça t'a plu, n'hésite pas à poser ton like. Tu le sais bien, ça me motive vraiment de ouf. Abonne-toi parce que de toute façon je sors une vidéo par semaine et ça va te permettre de rester connecté. D'ailleurs active la petite cloche. Et puis tu sais quoi, justement à la semaine prochaine. Let's go.